Nous allons, dans quelques minutes, conclure ces assises. Devant vous, Madame la Ministre, vous êtes la seconde ministre à nous honorer de sa présence en 2 jours. Et c'est un plaisir tout particulier de vous recevoir parce que vous êtes, vous, évidemment, au quotidien, à 100% mobilisés sur les sujets qui sont les nôtres. Alors, comme il est de tradition dans ce genre de manifestation, je vais vous faire en 2 minutes le résumé des épisodes précédents. Vous m'avez avoué que vous aviez suivi le hashtag Assises EHPAD 2020, donc vous êtes assez largement au courant des propos qui se sont tenus, mais une petite note d'ambiance. Hier matin, nous avions d'abord, vous savez, nous sommes réunis dans un contexte suffisamment particulier. Jusqu'à 17h30 vendredi dernier, nous étions dans l'attente de savoir si cette manifestation pourrait ou pas se maintenir, s'il se trouve que ça a été le cas. Et vraiment, ça a été, je crois pouvoir le dire, dès hier matin, un vrai soulagement pour ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici sont des directeurs d'EHPAD qui se battent au quotidien depuis maintenant des années, mais plus particulièrement depuis 7 mois, pour faire en sorte que les dégâts du Covid soient les moins conséquents possibles. Ils ont été eux-mêmes, d'une certaine manière, contenus dans leurs EHPAD pendant tous ces mois-là. Et il y avait une forme, au fond, disons-le, de libération, qu'enfin de pouvoir se voir, enfin de pouvoir débattre à la fois du passé et, évidemment, de l'avenir. Hier, c'était plutôt le passé, d'essayer d'analyser comment chacun avait vécu cette crise. On a eu, alors que tous les autres m'excusent, mais quelques interventions qui ont marqué les esprits. Nous avons eu Aurélien Rousseau qui nous a raconté la crise en Île-de-France, Florence Ernest-Momé qui a parlé de la façon dont les établissements l'ont vécu. On a eu le remarquable témoignage de Florence Aubenas, dont tout le monde avait lu ici l'article narrant les 11 jours d'immersion dans un EHPAD public de Seine-Saint-Denis. Et donc voilà, ça nous a permis tous ensemble de revenir sur ces moments qui ont marqué les vies de tout le monde, de tous citoyens, mais qui ont notamment, évidemment, marqué la vie d'un directeur d'EHPAD pour toujours. Dans l'après-midi, nous avons eu notamment un débat sur les métiers, avec Myriam El Khomri et d'autres, Florence Brault, que je cite une nouvelle fois tellement, mais je vous enverrai la vidéo, elle a fait un témoignage sur le métier d'aide-soignante absolument somptueux, et puis une table ronde plus large avec des intellectuels, une romancière, un toujours vif à 86 ans, François de Closet, qui a mis le feu à une table ronde avec des propos tonitruants, mais qui ont au moins permis le débat avec un philosophe et avec notre ami Laure de la Bretèche, qui est ici de la Caisse des dépôts, qui avait animé aussi avec moi cette séquence. Et puis Olivier Véran a conclu cette journée. Et puis aujourd'hui, nous nous sommes plus tournés vers les sujets d'avenir et d'une certaine manière, au fond, vers les sujets qui vont vous intéresser très directement. Ce matin, nous avons parlé de l'EHPAD du futur, parce que l'EHPAD a été, dans son modèle même, mise en débat depuis longtemps, mais particulièrement pendant ce printemps. On a critiqué ou évalué son modèle même, la concentration de personnes comme ça dans un espace clos. Et donc, les professionnels ont nécessité de réfléchir à tout ça. Et ils y sont prêts depuis longtemps, et plus encore maintenant. Donc ce matin, on a parlé de l'EHPAD du futur. On a parlé d'architecture, de numérique, de restauration. Et puis cet après-midi, on est rentré dans, non pas le vif du sujet, mais dans la concrétisation de tout ça, c'est-à-dire la loi. Le PLFSS, la loi, la 5e branche. Sur la 5e branche, pour dire à quel point c'était un pas politique évident, mais pour l'instant dont le contenu est encore un peu vaporeux, et ce n'est pas le rapport Vacher qui pour l'instant va permettre d'y voir beaucoup plus clair. Le PLFSS, on a reçu ici même sur cette scène Caroline Janvier, qu'on a enjoint de négocier le mieux possible avec vous, puisqu'à la fin c'est quand même vous qui allez déterminer ce qu'il va y avoir dans l'ONDAM médico-social du PLFSS pour 2021. Et enfin, cet après-midi, on a conclu par la loi grand âge, avec, il faut bien vous le dire, mais peut-être avez-vous quelques tweets, quelques impatiences, et avec au fond l'interrogation de la formule que vous avez vous-même qualifiée de LAROC de l'autonomie. La crainte, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue, vous l'avez déjà lue, c'est que le LAROC de l'autonomie soit une nouvelle concertation lancée après le rapport Libault, après le rapport El Khomri. Voilà.
Vous nous direz probablement, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, la configuration de ce Larocque pour l'autonomie, mais le sentiment général, c'est que les directeurs d'EHPAD sont évidemment, avec Olivier Véran, avec vous, à fond, complètement. Vous avez donné des signaux tout à fait favorables. Il faut juste pas rater la dernière marche qui consiste en ce qu'enfin la loi passe en Conseil des ministres, passe au Parlement. Voilà le contexte qui est le sien, qui est le nôtre ici, qui a évidemment alimenté nos débats pendant 2 jours, des débats que j'ai trouvés, que nous avons trouvés, c'est pas une impression personnelle, c'est en discutant avec les uns et les autres, à la fois un vrai sentiment, je vous dis, de libération, de sortir un peu de son établissement pour échanger sur cette crise qui a été si violente pour tout le monde, et puis en même temps quand même une vraie décantation des esprits pour que demain soit différent d'hier, et c'est sur vos épaules que vous portez une partie de cet espoir. Voilà le message qu'on voulait vous passer en introduction, et je demande aux uns et aux autres, comme on l'a fait hier avec le ministre de la Santé, de vous applaudir avant votre discours, et j'espère après. Merci de ne pas me mettre la pression. Mesdames et messieurs les représentants des fédérations, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames et messieurs, cher Luc Broussy, mesdames et messieurs les parlementaires, que je salue. Chère Agnès, je t'ai fait un petit message parce que j'ai entendu ce que tu étais en train de dire et je voulais dire que tu reviendras l'année prochaine parce qu'on aura avancé sur des choses. Voilà, ça c'est ce que je peux dire en entrée. Donc c'est un réel plaisir pour moi de conclure 2 journées de partage et de réflexion dans un contexte inédit de crise sanitaire qui n'est malheureusement pas encore derrière nous à l'heure où nous nous parlons. Vos échanges visaient à comprendre ce qui s'est passé, à en tirer les leçons collectivement, et c'est précieux. Permettez-moi à mon tour de vous faire part de quelques messages. Pendant des semaines, l'État et les ARS, que je souhaite saluer à leur tour, qui sont toujours sur le pont aujourd'hui d'ailleurs, les collectivités, les associations, les professionnels, les familles, à domicile comme en établissement, ont été confrontés à une violence inouïe, celle de l'épidémie. Je l'ai ressenti à Crépy-en-Valois, je l'ai vu à Mulhouse, je l'ai entendu en Aveyron et partout. Cette crise nous a confrontés et nous confronte encore à des situations humaines dramatiques pour des personnes vulnérables et notamment les plus âgées. Cette crise a aussi démontré les capacités extraordinaires des équipes, des soignants à faire face, à faire bloc, jusqu'à se mettre parfois en danger pour sauver des vies. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, les directeurs d'établissement, que je mesure cette implication lors de la crise Covid et à quel point vous vous êtes engagés et vous vous engagez encore. Sur le terrain, chez moi, j'ai pu le vérifier, dans les établissements, en ne comptant pas vos heures. Vous avez su faire preuve d'une inventivité, d'une réactivité impressionnante, en lien avec les équipes du ministère, les acteurs locaux. Vous avez permis de réduire les conséquences d'une crise qui, je le ressens, va durablement marquer notre secteur. Permettez-moi donc de remercier solennellement tous les professionnels, tous les volontaires engagés en première ligne. Vous avez eu notamment à prendre des décisions difficiles pendant la première vague, des décisions courageuses. Vous avez eu à cœur de protéger avant tout nos aînés, au risque parfois de les isoler de leurs proches avec les conséquences que l'on sait. Le défi auquel nous avons à faire face désormais, c'est de protéger sans isoler, trouver le bon équilibre pour préserver, certes, la santé de nos aînés, tout en maintenant le lien social dans une situation épidémique toujours préoccupante. Je sais que vous y êtes attachés, que l'expérience de ces derniers mois vous sera particulièrement utile pour atteindre cet objectif. Avec Olivier Véran, nous serons à vos côtés dans les semaines à venir. Déjà ce matin, j'ai animé une réunion avec les représentants du secteur pour faire le point sur la situation, les sujets de vigilance aussi particuliers qu'il me faut remonter. En tête de ces sujets, il y a par exemple les questions du lien avec les familles.
de la politique de dépistage, du soutien en ressources humaines, du soutien psychologique. S'agissant du soutien en ressources humaines, dont je sais qu'il vous préoccupe beaucoup, à raison, nous allons agir sur tous les leviers à notre disposition. En particulier, je ne peux que vous encourager à relayer au maximum, dans tous vos réseaux, comme nous le ferons nous-mêmes, un appel aux professionnels volontaires pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme d'intermédiation que nous avons créée, renfort-rh.solidarité.santé.gouv.fr, mais ça, vous le retrouverez. Au-delà, nous prolongeons tous les dispositifs mis en place pendant la première vague, notamment le système incitatif de tarification pour que les professionnels libéraux aillent soutenir les EHPAD. La crise sanitaire aura permis de mettre en lumière l'importance des métiers de l'autonomie, du lien social et du prendre soin de ceux qui les incarnent. Elle aura révélé aussi au grand jour leur utilité sociale fondamentale, leur sens profond, leur noblesse. La crise sanitaire aura aussi permis l'expression de nombreuses formes de solidarité, d'engagement citoyen qui se sont manifestées à travers toute la France pour faire vivre le lien entre les générations. Alors que nous tendions trop souvent à détourner le regard et à esquiver le sujet de la vieillesse, cette épreuve collective a questionné, selon moi, la parole de nos aînés, la prise en compte de leurs attentes, leur place dans la société. En définitive, cette crise sanitaire nous rappelle nos vulnérabilités, les solidarités à conforter au cœur des territoires. En cela, elle nous oblige à concevoir et mettre en œuvre un mouvement ambitieux de réforme et d'action concrète en faveur de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées. Je veux vous dire à quel point je mesure avec humilité et responsabilité l'ampleur de la tâche qui m'est confiée et que je souhaite partager avec vous. Cet enjeu de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées, j'y ai été confrontée en tant que professionnelle du social, responsable d'associations ou élu de terrain tout simplement. À chaque déplacement, j'entends les attentes des résidents, de leurs familles, mais aussi des professionnels et des élus locaux. Je veux que les réponses soient à la hauteur de leur engagement pendant ces longs mois de crise. Les sujets que nous traitons sont pour moi au cœur de ce qui fait société. La capacité à s'organiser pour prendre soin des plus vulnérables, pour leur insuffler confiance, pour les regarder comme des êtres agissants et non subissants. C'est une conviction très forte que j'ai et que je souhaite partager avec vous. La réforme que nous devons porter repose notamment sur un soutien renforcé au secteur médico-social, mais cela ne la résume pas. Ce que nous devons porter ici, c'est une conviction, un principe intangible qui guidera notre action, celui de la préservation de la dignité, de la liberté des aînés jusqu'au dernier instant de leur vie. Je connais l'impatience de tous à voir s'engager la réforme du grand âge et de l'autonomie, et je m'attelle à la tâche et je partage cette impatience. Consciente de l'urgence à agir, plusieurs étapes fortes ont été franchies. Je m'inscrirai évidemment dans la continuité des travaux menés en y apportant mon regard. Je ne pars pas d'une feuille blanche, chacun le sait. Cette réforme, en effet, a été préparée par un travail collectif, partagé entre les acteurs, qui a permis de déboucher sur des propositions concrètes. Je tiens à saluer l'engagement d'Agnès Buzyn, d'Olivier Véran, qui ont piloté ces différents travaux. La concertation menée a permis de dégager des lignes de consensus. Dans la foulée des rapports des parlementaires, Monique Iborra, Caroline Fiat, sur les EHPAD, d'Audrey Dufeu-Schubert sur l'agisme, je m'appuie bien évidemment sur les rapports qui font date de Dominique Libaud, que je salue, et Myriam El Khomri, Denis Pifteau et Jacques Wolfron, celui de Jérôme Guedj, bien sûr, et d'autres encore. La création du ministère délégué à l'autonomie est un signal politique fort, puisqu'il marque la volonté de concrétiser la création d'un nouveau pilier de notre protection sociale. Je vais agir avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et l'ensemble des membres du gouvernement, car c'est infiniment interministériel. Tous ceux qui veulent s'engager à mes côtés dans ce chantier. La réforme grand âge et autonomie est une priorité du président de la République, qui l'a réaffirmé très clairement, soyez-en assurés, notamment le 4 août dernier à Toulon,
à l'occasion de l'annonce de la prime Covid pour les salariés du domicile. Le Premier ministre a également eu l'occasion de le rappeler, notamment lors de sa visite d'un EHPAD à Bourg-en-Bresse le 31 juillet. Le Ségur de la santé constitue un gage significatif de la volonté du gouvernement de reconnaître les métiers, tout d'abord par des revalorisations salariales d'ampleur et un soutien aux investissements dans les EHPAD. Je vais y revenir. Il en est ainsi également de la création de la 5e branche, décidée par le Parlement et dont le rapport Vachey a souligné cette semaine les enjeux financiers. Sa perspective est de mieux coordonner les efforts pour retarder et prendre en charge la perte d'autonomie. En d'autres termes, cette branche doit faire une vraie différence dans la vie des aînés, dans la vie de leurs proches aidants, de servir de point d'appui à une véritable politique de l'autonomie à structurer, à déployer, à amplifier. Cette politique, je veux la co-construire avec les acteurs et en faire un enjeu de mobilisation de tout le corps social. Il nous faudra expliquer inlassablement l'urgence d'agir, en rappelant, comme Luc Broussy le fait si bien, que nous sommes au pied de l'Alpe d'Huez du grand âge. J'y ajouterai le Tourmalet pour les années qui vont suivre d'ailleurs. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais entre le moment où le gouvernement décide de la création de places d'EHPAD et le moment où un résident l'occupe, il s'écoule en moyenne 5 ans. Or, dans 5 ans, où serons-nous ? Nous aurons 1 million de personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires dans notre pays. Nous le savons tous, l'urgence démographique, ce n'est donc pas dans 10 ou 20 ans, c'est en 2025, c'est-à-dire très, très proche de nous. Il nous faudra expliquer inlassablement aussi que répondre au souhait de permettre à toute personne de vieillir le plus longtemps possible chez soi, ce sera le fil rouge de mon action. Ça ne condamne pas le modèle des EHPAD, qui a commencé à s'adapter d'ailleurs à cette nouvelle donne. Nous devrons aussi, comme je le disais à l'instant, renforcer les métiers dans leur activité, les métiers du prendre soin, changer le regard sur l'âge, redonner toute leur place aux aînés dans notre société et dans nos territoires, au sein de nos territoires et non aux abords de nos territoires. Construire ensemble cette ambition, c'est précisément l'objet du fameux Larroque de l'autonomie que je m'apprête à lancer et auquel, évidemment, vous serez naturellement invités à participer au cours des prochaines semaines partout en France. Pierre Larroque, l'un des pères de la sécurité sociale qui a fondé la politique vieillesse de notre pays, il nous appartient de reprendre ce flambeau, de nous hisser collectivement à la hauteur du défi de la transition démographique. Le Larroque abordera évidemment l'enjeu de l'EHPAD de demain, celui dont vous avez débattu, car la mutation du modèle des EHPAD sera au cœur de ce défi, vous le savez déjà. Les établissements doivent être des lieux de vie où l'on prend soin des résidents. J'ai conscience de vos efforts pour sortir de l'approche médicale de la perte d'autonomie, aller vers une approche plus globale qui s'appuie sur le respect de la volonté, des attentes des personnes, sur le libre choix de son autonomie, avec un bouquet de services en appui. Développer l'offre sanitaire autour d'EHPAD modernisés et ouverts, c'est tout l'enjeu d'investir massivement pour conforter vos établissements, en faire des pôles ressources pour leur territoire. Les EHPAD doivent s'adapter à des résidents qui auront besoin demain de beaucoup plus de soins, mais aussi à la transition climatique face à un risque canicule qui devient récurrent. Dans le cadre du plan de relance, un effort d'investissement très important est prévu, comme Olivier Véran vous l'a rappelé. 2,1 milliards d'euros seront consacrés à la construction et à la rénovation des EHPAD. L'investissement aussi en petits équipements. Ce sont là des concours financiers pour l'équipement en rail, lève-malade, détecteur de chute, sol intelligent, et un volet numérique d'importance. Les solutions numériques permettront de faciliter le partage, la sécurisation des données des patients, la connectivité des établissements pour la télémédecine. Enfin, la construction d'un système normal, national, d'information. Elles permettront également de maintenir le lien entre les personnes et leurs proches, comme ça a été le cas pendant la crise et on en a vu toute l'importance. Ces efforts seront relayés et simplifiés par des partenariats ambitieux
Je pense notamment à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux, aux investisseurs privés, qui doivent constituer de véritables alliances locales. J'y vois un levier puissant de revitalisation de nos territoires. J'entends contribuer à orienter, faciliter, articuler et accélérer leurs efforts. Vous savez, car vous êtes déjà engagés dans cette voie, il ne s'agit pas de fermer les EHPAD et de les surmédicaliser, mais de les ouvrir à l'extérieur, sur la vie des territoires, et à l'intérieur, sur une vie d'établissement. Pour garantir la pleine citoyenneté des plus âgés, ces EHPAD doivent être au cœur de la cité, et non plus isolés. Ils doivent s'ouvrir sur l'extérieur afin d'être des lieux de vie pour tous les habitants d'un quartier. De nombreux exemples existent. Les chorales intergénérationnelles, le restaurant de l'EHPAD ouvert à la population de la ville, l'intégration d'une crèche. Ces initiatives devraient, au fur et à mesure, prendre une ampleur nouvelle. Bien sûr, je suis consciente qu'en ce moment, on a du mal à l'imaginer, pour autant, il faut se projeter. De la même manière, il y a tout un continuum à envisager entre les EHPAD et le domicile, face à ce souhait des Français de rester vivre chez soi le plus longtemps possible. Des dispositifs expérimentaux d'accompagnement renforcés au domicile des personnes âgées confrontées à la perte d'autonomie émergent sur les territoires pour retarder et éviter l'entrée en établissement. Ils ont en commun de faire davantage travailler en réseau les EHPAD et le maintien à domicile sur nos territoires. Ils se développent sur des formes diverses, des appellations variées, les EHPAD hors les murs, les EHPAD à domicile, plateformes de services. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'en visiter. La coordination entre le secteur sanitaire doit être améliorée pour le bien des personnes âgées, mais aussi de leurs aidants. Les dispositifs d'appui à la coordination qui sont en train de se créer par fusion de plateformes territoriales d'appui, les MAIA, des plateformes PAERPA, doivent permettre de mieux orienter les parcours de soins et médico-sociaux complexes. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années, disait Oscar Wilde. La crise que nous traversons est brutale. Pour les plus fragiles d'abord, pour leurs proches ensuite. Elle met à rude épreuve les organisations, les professionnels, mais elle révèle aussi, aux yeux du plus grand nombre, l'inlassable dévouement de ceux qui croient dans leur mission d'apporter de la vie aux aînés et aux années. Soyez-en une nouvelle fois remerciés et sachez que je serai à vos côtés dans les prochains mois pour vous aider à tenir bon dans la crise qui perdure. La crise ne nous empêchera pas d'avancer. Au contraire, elle nous montre l'urgence d'agir. Le dernier sondage Odoxa, paru ce matin, révèle que 92% des Français interrogés jugent que la perte d'autonomie est une question de société avant tout, importante, et constitue pour 85% un motif de crainte. Le financement de la perte d'autonomie est jugé comme devant être traité prioritairement parmi les sujets liés à la santé et la protection sociale. J'ai besoin de vous pour convaincre et avancer dans la diversité de vos approches, avec des enjeux parfois divergents, mais avec la force d'un collectif pour relever ensemble le défi de l'âge. Vous saurez compter sur moi, je compte sur vous et je vous remercie. En gardant 1 mètre de distance, on va clôturer ensemble ces assises, à la fois parce que les applaudissements qui vont arriver vont vous donner le courage dont vous avez besoin pour convaincre. Nous, on a besoin de vous convaincre, mais vous avez peut-être besoin de convaincre un Premier ministre, un président, pour aller vite et loin. Et puis en même temps, on va conclure finalement ces 48 heures passées ensemble au service de notre cause commune. Donc je vous propose d'applaudir les assises, d'applaudir le mensuel des maisons de retraite, d'applaudir tous les intervenants depuis hier matin et d'applaudir Brigitte Bourguignon.